Je voudrais vous remercier. Je suis édifiée. Je suis journaliste et pourtant, on ne peut pas être spécialiste de chaque sujet. Et je vous avouerai qu'en Israël, on est bien occupé. Et je suis édifiée par, je pense, le manque de connaissances que nous avons tous de vos spécialités. Et j'aimerais vous poser une question à... J'ai préparé des questions pour chacun, mais en fait, j'aimerais savoir si vous arrivez à partager votre savoir avec les autorités. Est-ce que vous êtes entendu par les autorités à haut niveau parce que vous écrivez, bien sûr, vous vous exprimez sur les médias, mais ce savoir, on a l'impression qu'il n'arrive pas vraiment aux bonnes personnes. C'est allumé? C'est c'est très difficile parce que, en réalité, comme on le disait, c'est que les frères musulmans, les islamistes sont là depuis plusieurs décennies, ils travaillent depuis plusieurs décennies. Et donc, quand on a ici, en tout cas, moi, quand j'ai essayé d'interpeller les politiques, il y a quelques années, après avoir infiltré les frères et sœurs musulmanes, enfin, surtout les sœurs musulmanes à Bruxelles, j'ai été voir les personnalités politiques pour leur expliquer. Le problème, c'est ils avaient déjà été travaillés par ce que j'appelle les anesthésistes, c'est-à-dire les personnes qui viennent leur expliquer que pour le vivre ensemble, que parce que pour la diversité, que eux, ils sont là pour la paix, etc. Enfin, tout ce que ici nos personnes, nos experts ont expliqué, c'est que ils endorment les esprits et finalement, nous, on passe pour des fous furieux, pour des gens qui voulons la guerre, etc. Alors que nous, on a compris ce qui se passait derrière. Et donc, c'est pour ça que je dis bah, que maintenant, il faut qu'on s'organise tous ensemble. C'est-à-dire que nous devons aller auprès des civils, de la population, parce que ce n'est pas au niveau politique qu'on va obtenir des solutions. C'est vraiment en essayant d'informer les civils, en leur expliquant qu'ils ne doivent pas accepter, qu'ils doivent comprendre ce qui se passe, cette idéologie-là, et qu'ils doivent aussi apprendre à se battre. Parce que ce que disait très justement Ephraim, c'est que la guerre arrive, qu'on le veuille ou non. C'est qu'à un moment donné, on va devoir se battre parce qu'ils vont vouloir nous soumettre. Alors, il y a déjà des gens qui se soumettent, il y a des gens qui collaborent, mais il y a aussi des gens qui refusent. Et donc, nous sommes là pour dire aux gens, battez-vous, vous devez apprendre à vous battre. Oui, mais je suis quand même, excusez-moi d'insister, je suis quand même effarée que vous dites on nous prend pour des fous, pour des va-t-en-guerre, mais vous apportez des preuves. Enfin là, ce que vous dites, c'est des choses quasiment scientifiques en tant que témoignage, en tant qu'étude, en tant que chercheur. Comment on peut, d'un revers de la main, vous dire bah, vous dites n'importe quoi. Enfin, vous leur apportez les preuves, Florence Bergeau-Blacker. C'est vrai que ça fait longtemps en plus. Moi, j'ai le sentiment, depuis 30 ans que j'étudie cette question, d'avoir combien de fois agité le drapeau en disant attention. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui ne me surprend pas. Le problème en Europe, je dirais que c'est le clientélisme. Le fait qu'aujourd'hui, les musulmans sont tellement nombreux et votent tellement comme un seul homme qu'aucune femme ou homme politique n'est capable d'être élu sans le vote musulman dans la plupart des grandes villes. Ça s'est passé à Bruxelles. Donc il y a un vrai problème politique. Je pense que, pour ma part, qui ai quand même suivi ces études et ces enseignements, ces recherches à l'intérieur de l'université est devenue un milieu extrêmement toxique de diffusion de cette idéologie. Je disais tout à l'heure que l'islamisme s'installe toujours d'abord sur les campus et l'islamisation de la connaissance s'est aussi installée dans les campus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent de façon critique au sens noble du terme sur l'islamisme sont complètement écartés systématiquement de tous les départements des sciences sociales pour des raisons aussi de financement. Ce sont les pays musulmans qui financent, et pas forcément d'ailleurs que le Qatar, il y a aussi les Émirats, il y a aussi l'Irak qui joue un drôle de jeu en finançant finalement des études qui sont très islamo-compatibles, islamisto-compatibles même. Donc ça n'aide pas. Quand j'ai sorti mon livre en 2023, il a eu une très bonne réception. Les chefs de parti, pas jusqu'à la gauche quand même, mais au centre et à droite, les, des,
les renseignements territoriaux, des gens, des élites sont venus me demander d'expliquer ce que j'avais trouvé, ont trouvé ça très intéressant, ont appris beaucoup de choses, ont été très attentifs. Ça a donné lieu à un rapport qui a été publié cette année donc, sur les frères musulmans en France. C'était quand même la première fois qu'on en parlait, donc c'était déjà pas mal, mais il est très très en dessous, à mon avis, des connaissances qu'on a réellement. D'ailleurs, il a été réécrit avant d'être publié. Et surtout, il y avait donc dans les préconisations les deux mesures complètement aberrantes qui étaient de renforcer l'arabisation et la reconnaissance d'un État palestinien. Donc c'était complètement à l'envers de tout ce qui avait été démontré. Donc on voit bien, et c'est une formule que j'ai l'habitude de répéter, c'est on n'aime pas faire remonter les problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Et c'est vraiment un vrai problème en France en particulier, mais en Europe, puisque j'ai présenté aussi mes travaux en Autriche, à Berlin aussi, ailleurs. Et il y a une vraie difficulté. On est devant une absence d'expertise, ou alors on a l'expertise des services secrets, mais dont on ne peut pas parler. Donc là, il y a une impasse, et moi, je milite tout ce que je veux, dans toute la mesure de mes moyens, qui sont très modestes, pour relancer la recherche. Il faut relancer la recherche. Il faut que nous puissions justement travailler ensemble, former des étudiants et aller dans ce sens-là. Ephraim, la question vaut aussi pour vous, parce que j'ai envie de vous dire, est-ce que vos recherches arrivent à haut niveau en Israël? Quand on écoute tout ce que vous nous avez démontré, comment on peut encore imaginer faire la paix avec le Hamas, blablabla, bla, 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 Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. Je commençais par une petite anecdote qui m'est arrivée. J'ai donné un exposé une fois aux États-Unis à des gens importants, et il y avait un professeur israélien là-bas. J'exposais ce que c'était que le djihad, simplement, comment ça s'est développé dans l'histoire. Simplement, oui. À la fin, il s'est levé, il a dit il faut interdire Herrera. Il faut l'interdire. Et il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'il parle de guerre de religion. Or, les guerres de religion sont sanglantes. Comme il y avait des scientifiques dans la salle, j'ai dit les lois de Newton sont abolies. J'ai décidé que les lois de Newton sont abolies. J'ai pris mon stylo, je l'ai laissé tomber, je dis ah, ça marche pas. C'est pas Herrera qui a dit aux musulmans faites une guerre de djihad contre nous. Mais il y a une peur panique de reconnaître la nature de ce qu'on est en train de vivre. Ça fait peur. C'est vraiment angoissant parce que oui, mais là, par exemple, avec le 7 octobre, on a la réalité en face des yeux. Là. Exactement. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre par les oreilles, disait mon maître, on le comprend avec des coups. C'est triste. Il y a le financement des universités et des médias. En Israël. Principalement en Europe et en Occident. Principalement. Il y a la thèse postmoderne qui vient et qui dit, en gros, je vais dire ça en gros de manière très schématique, les États, les nations, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que les nations ont une tendance expansionniste, totalitaire. Ça a fait des guerres. On a la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, des dizaines de millions de morts. Donc, pas de nation. Et Frantz Fanon, elle a parlé Florence sans citer son nom. On est descendants de colons, alors on est des colonisateurs built-in, quel que soit ce qu'on fasse. On en hérite. Alors ça, c'est le message qu'on enseigne. Autre élément, à l'université à Jérusalem, allez regarder, j'ai regardé le syllabus de cette année, il n'y a aucun cours sur le djihad. Zéro. Comment on va l'apprendre? Alors imaginez maintenant un dirigeant qui a ses spécialistes qui viennent, qui sont des gens de l'université, et ils lui disent, vous savez, la religion, c'est l'opium du peuple, c'est des bêtises. Ce qui marche vraiment, c'est les intérêts géopolitiques. Les intérêts géopolitiques, ça c'est vrai. Donc on va leur donner de l'argent, on va faire passer par le Qatar, et puis ils vont être gentils, ils vont avoir leur piscine, et puis ça ira bien. Non, mais ça ne va pas. En fait, on a une vision, on projette nos pensées matérialistes sur des gens qui ont un idéal. Et ça ne va pas du tout. Alors, vous pensez que le plan Trump, les accords d'Abraham ne peuvent pas mener quelque part à... Ça peut, parce qu'il faut bien comprendre. Dans la thèse des frères musulmans, les frontières sont une hérésie dans l'islam.
Entendez bien, les frontières sont une hérésie dans l'islam. Il doit y avoir le califat et des wilayats, des régions qui sont dépendantes du califat. Pourquoi? Parce qu'on est une seule umma. Donc, le simple fait qu'il existe des États musulmans, c'est une hérésie pour les frères musulmans. Et les États musulmans le savent. Et donc, par exemple, en Égypte, ils sont hors la loi. Alors, ils leur envoient des armes par les tunnels, mais ils sont hors la loi. Pas chez eux. Hein? Qui a tué Saïd Koutoub? Nasser. Il a été mis à mort. Donc, ils ont peur, une peur panique des frères musulmans. Mais ils n'arrivent pas à imposer chez eux. Prenez par exemple Assisi, quand il a fait son putsch. Arrivé au pouvoir, il va à l'université de Al-Azhar. Il revoit tous les sages musulmans, tous les imams. C'est l'université par excellence, hein, c'est vraiment la doxa sunnite. Il leur dit il y a un besoin d'une saoura diniya, ça veut dire une révolution religieuse. Il dit le djihad ne nous emmène nulle part, changez ça. Et alors eux, ils restent avec la bouche comme ça, fermée, crispée. Et puis finalement, ils sortent après le 7 octobre en disant des louanges au Hamas pour ce qu'il a fait. Il ne réussit pas, parce que c'est fondamental. C'est comme ça que c'est vécu en Égypte et partout. Donc, est-ce que ce message peut être entendu? Moi, je parle avec des politiciens, j'essaie de leur expliquer. On écoute un peu plus. Est-ce qu'on y est? On est très loin encore, à mon avis. Très, très loin. Ce qui est intéressant, et quand je regardais les vidéos de Memri, qui sont quand même excellentes, alors là, ils font en effet un travail formidable. Donc, vous avez ici la violence exprimée. Le problème qu'on a, nous, en Occident, c'est que cette violence n'est pas réellement exprimée. Quand on a le Bataclan, on dit que ce sont des djihadistes projetés depuis la Syrie, et puis c'est tout. Mais on n'a pas de... tout ce que nous a montré Memri est traduit. Ce travail n'est pas fait, ce travail de traduction. Et en plus, parce que les frères musulmans en Europe ne se présentent pas du tout sous ces traits. Ce sont des gens plutôt très lisses, très doux, qui utilisent ces méthodes de subversion dont j'ai parlé tout à l'heure. Cependant, je regardais les critères de solution que tu as proposés, le drapeau blanc, le désarmement intellectuel. On pourrait aussi le faire en Europe. On pourrait, pour ce qui est du djihad, c'est-à-dire la volonté d'instaurer la loi, nous, on a quelque chose, c'est le marché halal. En fait, qu'est-ce que fait le marché halal? Il instaure les règles de l'islam dans la vie quotidienne. C'est le halal way of life. Ça aussi, il faut regarder pourquoi est-ce que nos entreprises contribuent à cette halalisation qui est une forme d'islamisation. Alors, si vous me permettez une petite question par rapport à ça, parce que vous êtes spécialiste, certains disent, mais après tout, halal et kasher, c'est la même chose. Donc, soit on interdit les deux, soit on interdit rien du tout. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Moi, j'ai écrit un livre qui montre que le halal est né dans les années 1980 d'une rencontre entre le néolibéralisme et les néo-fondamentalistes. Il n'y a absolument pas de tradition du halal, ça ne fait aucun sens. Donc, c'est un dispositif qui crée du licite pour créer du licite. Il crée, de l'illicite, il désigne de l'illicite, comme par exemple un bikini, c'est illicite, et bien on crée un burkini. Et tout est comme ça. L'eau est déclarée illicite, on va créer du licite. Et en fait, l'ensemble des normes de consommation sont halalisées. Donc, ce n'est pas du tout le même principe que la cache-route, qui a une existence d'abord multiséculaire, qui a été traditionnelle avant de se moderniser, d'une religion qui n'est pas prosélyte, donc ça change tout. C'est complètement différent. Et puis le halal s'est constitué aussi sur le modèle de la cache-route, mais avec des visées expansionnistes qui ne sont pas celles du judaïsme. C'est une stratégie finalement. Voilà, mais seulement quand on regarde le halal, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, le djihad par le marché. En fait, qui fait marcher la machine industrielle? Ce sont les non-musulmans. Qui certifient, c'est-à-dire un très petit nombre d'individus certifient et accréditent, ce sont des musulmans. Donc ils font marcher une machine industrielle et tout le monde travaille pour eux. Et là, on va au suicide. Fadila, j'aimerais vous poser une question. Déjà, vous dire toute mon admiration, que je considère que voilà, vous faites partie de ces justes qui ont, à travers l'histoire, réussi à dire non. Je trouve que vraiment, vous faites preuve d'un courage incroyable, parce que vous
vous venez de là et puis vous dénoncez tout ça. Comment, est-ce que parfois ça vous arrive d'être découragé? Euh, et puis aussi, d'où vous vient ce moteur, cette force? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit, je ne vais plus me taire et je vais partir en combat, quoi? Ce serait trop long à expliquer tout ça parce que c'est vraiment tout un Un petit parcours. peu. Mais je dirais d'abord que quand on vient de là et qu'on a pris conscience et qu'on a vraiment réussi à se remettre en question et à remettre en question tout ce qu'on a pu vivre, c'est que on sait d'où on vient, on connaît l'enfermement, on connaît cette violence, on l'a aussi expérimenté par sa chair. Quand on a fait tout ce travail-là et que finalement on est sorti de tout ça et qu'on a senti la liberté, on n'a plus envie d'y revenir. C'est pour ça que mon combat maintenant, c'est de pouvoir dire, attention, j'ai connu l'enfermement, je sais ce que c'est et je la souhaite à personne et il faut qu'on préserve nos démocraties. Si on ne se bat pas pour ça, ça ne sert à rien de vivre parce que c'est la mort. Quand on grandit dans une famille de culture musulmane, en réalité, on est mort, on n'est pas vivant puisqu'on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas exprimer qui on est. Et en plus, avec toute cette haine vis-à-vis des autres, cette haine qui nous ronge de l'intérieur, qui nous rend malades. Et beaucoup de ces jeunes, en fait, ou de ces personnes, ne sont pas conscientes, en fait, que ça les ronge et que c'est ça leur problème ou ne veulent pas le voir. Parce que c'est vrai que c'est un coût. Le coût, c'est vous perdez votre famille, vous perdez toute la communauté, vous êtes rejeté jusqu'à vouloir vous assassiner. Mais en plus de ça, je crois que le plus dur réellement, c'est quand vous avez des non-musulmans qui vous regardent et qui vous font la morale en vous disant, mais finalement, bah tiens, tu fais pas le ramadan. Tiens, pourquoi est-ce que tu parles comme ça et que tu trahis ta communauté? Tu devrais pourtant être de leur côté. Et quoi, t'as pas, tu réagis comme ça avec les tiens, ceux qui meurent en Palestine, ces Arabes, c'est tes frères arabes qui meurent en Palestine. Il va dire, mais attendez, moi, je suis d'origine marocaine, berbère, j'ai rien à voir avec tout ça. Donc en fait, ces gens-là, en fait, c'est ça qui est désespérant, c'est de voir à quel point ils sont incultes, qu'ils connaissent pas du tout les personnes qu'ils ont en face d'eux, qui vont pas chercher la vérité, qui sont pas. Enfin, c'est vraiment ça. Et puis à côté de ça aussi, ce qui peut être aussi désespérant, c'est que quelque part, je pense qu'on est beaucoup à avoir des solutions, que ce soit les chercheurs, que ce soit des personnes qui sont aussi dans mon cas, mais qu'on n'est pas toujours soutenu et que ben, on doit se battre sur plusieurs fronts, celui de la survie pour soi-même, parce qu'évidemment, la Belgique est dans un état mais catastrophique, c'est-à-dire que une fois qu'on vous a banni, qu'on vous a mis dans une catégorie extrême droite, etc., et désigné comme ennemi, bah, pour travailler, c'est impossible. On vous cancel, on vous empêche de parler, les médias vous ferment les portes, etc., etc. Donc, vous devez vous battre pour survivre et en plus, bah, vous devez faire tout le travail, ce pourquoi vous croyez et vous combattez pour cette liberté-là. Mais j'ai envie de dire aussi en même temps, c'est que la liberté n'a aucun prix et que malgré tout ça, honnêtement, si je devais mourir là aujourd'hui, ben, je serais quand même fière de l'avoir fait parce que je mourrais en paix avec moi-même. Florence, vous aussi, vous nagez à contre-courant d'une certaine manière. Comment est-ce que qu'est-ce qui Oui, vous donne je voulais demander à Fadila, mais vous êtes un peu d'une même voix aussi. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? On a dit ce qui était bah, désespérant. des Qu'est-ce, soirées comme celle-là, ça ouais. donne beaucoup d'espoir, vraiment. Qu'est-ce que ça vous Euh, fait d'être en Israël, en fait, quand vous êtes là? Vous venez pour d'autres, à part cette conférence, vous venez pour pour d'autres d'autres choses? conférences Fadila, vous allez donner aussi d'autres conférences? Non, moi, c'est la seule conférence. Je dois dire que quand je viens ici, c'est assez particulier. D'abord parce que la première fois quand je suis arrivée, que l'avion, la porte de l'avion s'est ouverte et que j'ai senti cet air. Et en fait, je vous ai dit, il y a tout un imaginaire et les premières images aussi, c'est toute l'histoire en fait. Et donc, on est imprégné de cette histoire. Il y a quelque chose qui est bouleversant quand on vient. Quand je suis venue pour la première fois à Jérusalem et que j'ai vu ces pierres, c'est comme si l'histoire est inscrite depuis des milliers d'années. Et là, c'est vrai que je reviens pour la deuxième fois. Et ici, c'est particulier parce que j'apprends réellement qui est ce peuple finalement qu'on nous a désigné comme ennemi.
Euh, Vous apprenez ça comment? En parlant avec des gens, en vous promenant? En Comment? discutant avec les gens, alors à la rencontre aussi, le fait finalement je suis là, je marche, il n'y a personne qui me regarde bizarrement, il n'y a personne qui me regarde méchamment, il n'y a personne qui a envie de me tuer. Ici, je me sens plus libre et beaucoup plus en sécurité en Israël. D'ailleurs, même quand je suis revenue la première fois au mois de mai 2024 en pleine guerre, je me suis sentie mais vraiment à l'aise. Je regardais pas partout. Quand je suis en Belgique, je regarde 360 degrés autour de moi. Je suis toujours sur le qui-vive. Je suis jamais en sécurité. Ici, je vois à Jérusalem, j'ai vu des gens avec des armes, etc. Et je me suis sentie en sécurité parce que je me suis dit, si on m'agresse, ils sont là pour me défendre. À Bruxelles, ça ne se passera jamais. Et vous, C'est vrai, Florence? c'est vrai. Bah, moi, je suis toujours accompagnée de policiers maintenant, donc c'est un peu, j'ai un peu cette même expérience. Et ici, effectivement, je me sens bien plus tranquille. Vous êtes optimiste pour l'avenir en Israël, tous les trois? Comment vous voyez Non, c'est une question bête, mais j'aimerais avoir l'avis de Je vais me relier à ce qu'a dit Fadila. Le grand enseignement micro. le grand enseignement du Rav Léon Ashkenazi Manitou, chez qui j'ai étudié, c'est que quand Dieu se définit dans les 10 commandements, il dit Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et Manitou nous a enseigné. Donc finalement, le grand message de la Torah, c'est libération de toutes les aliénations. Libération de toutes les aliénations. Israël ne veut pas être aliéné ni aux Égyptiens, ni aux Romains, ni aux Grecs, ni aux Perses, ni aux musulmans. Ah oui, aux États-Unis voilà, alors? absolument, absolument, bien sûr, de manière simple. Et on a un grand enseignement aussi, c'est que le mensonge n'a pas de pied, c'est pas stable. C'est-à-dire, si vous avez une idée totalitaire qui veut s'imposer, forcément, elle va arriver à chuter. Avec combien de morts? On ne sait pas. Le nazisme, il a chuté avec plus de 50 millions de morts. Le communisme, pareil. Ça peut coûter très cher. Nous, on a le devoir de dire. Il faut séparer entre l'efficacité et le devoir de dire. C'est le Rav Kook qui l'enseigne. Il dit parce que une société qui est perverse, qui n'est pas morale finalement à la base, puisqu'elle distingue entre les hommes et elle dit celui-là, je vais le tuer au nom de mes valeurs. Elle va crouler d'office. Il va falloir ensuite construire. Alors au moins, dans le pire des cas, j'espère qu'on n'arrivera pas là-bas, à ce moment-là, on peut construire sur des bases de vérité, des bases saines. Donc on a le devoir de dire indépendamment de l'efficacité. C'est fondamental. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'être efficace. Bien sûr. Je voudrais Mais juste donc je suis parler de... optimiste. Vous Je êtes suis très optimiste, optimiste, bien sûr, parce qu'on résolument. on appelle au point qui a touché Fadila. C'est quoi le point qui a touché Fadila? C'est son honnêteté avec elle-même. Ça lui a coûté un prix infini. Mais elle dit, moi, comme elle l'a dit maintenant, moi, je veux être entière avec moi-même. Sa liberté, ça n'a pas de prix. C'est fondamental. Donc, tant qu'il y a des personnes au monde qui sont comme ça, il y a une base sur laquelle se battre. Et être optimiste. Un mot sur la majorité silencieuse. On parle beaucoup de cette majorité silencieuse voilà, qui est contre le totalitarisme, quel qu'il soit. Est-ce que vous pensez qu'elle a un pouvoir? Est-ce que vous pensez elle attend peut-être un signe pour être plus dans l'efficacité ou dans la lutte? Je pense qu'elle attend la permission. Moi, ce que je constate, c'est que quand je vais dans des conférences et que je leur dis, mais vous avez le droit de vous défendre, ces gens-là, quand ils viennent vous agresser, mais apprenez à vous battre, frappez-les. Je pense qu'il faut plus avoir honte. Quand quelqu'un vous agresse, vous ne pouvez pas rester là, stoïque, et à dire, je vais tendre la joue gauche, la joue droite, et quoi, et après on attend la décapitation. C'est pas possible. On doit savoir répondre. Et à partir du moment où on leur dit ça et on leur dit, mais vous avez le droit de le faire, ils se déculpabilisent et ils sont soulagés. Et il faut les diriger, il faut leur permettre ça et leur dire, mais allez apprendre à vous battre, ne vous laissez pas faire. Il y a eu dernièrement à Paris ce concert euh, qui, à un moment donné, bon, il y a eu ces attaques avec des fumigènes, etc., parce que c'était l'orchestre de Jérusalem, etc. Et il y a eu des personnes qui se sont levées et qui ont été au contact avec ces gens, qui se sont défendus.
Eh bien, c'est ça que les gens attendent. Et ils sont soulagés quand ils peuvent le faire. Je pense que maintenant, il faut cesser de culpabiliser les gens. Pour moi, c'est ça l'espoir. C'est que quand je vois certains, il y a 5 ans, quand ils me disaient, mais enfin, Fadila, t'es complètement folle, t'exagères, etc. Et puis là, maintenant, depuis le 7 octobre, qui se sont remis en question, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais en fait, tu avais raison. Et qui, depuis le 7 octobre, qui ne sont pas du tout juifs, mais qui, depuis le 7 octobre, étaient là tous les mois aux manifestations pour soutenir Israël. Il y a effectivement une majorité silencieuse. Il faut leur donner ce courage. Il faut qu'Israël le sache qu'il y a une majorité silencieuse, qu'ils les soutiennent. Et il faut aussi que cette majorité silencieuse sache qu'ils ont la permission de se défendre et de se battre pour ce qu'ils pensent être juste. C'est vrai que Florence. Fadila fait beaucoup à Bruxelles, justement. Elle est seule à se battre et à réunir. Elle arrive à réunir au-delà des associations même juives qui ont tendance un peu à se disputer. Ça, c'est aussi un autre problème. Et Fadila est là et elle mobilise tout le monde au-delà des frontières, c'est-à-dire juifs et non-juifs. Parce que c'est ça qui est en jeu, c'est que nous arrivions, tous les pays touchés par l'islamisme, à nous coordonner. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on ne luttera pas contre l'antisémitisme, on luttera contre les causes. Et maintenant, il faut vraiment se concentrer, à mon avis, sur l'islamisme, c'est une priorité. Merci beaucoup. Peut-être que on va, on va remercier nos invités. Merci. Merci vraiment beaucoup d'avoir été Merci. là. Vraiment.